Merci. Vous avez parlé de la vie de Stein, de son amour pour la religion et pour Schubert. Vous n'avez rien dit sur la pratique religieuse du maréchal Pétain à Sigmaringen, c'est une question donc. Et l'autre est, vous avez parlé bien sûr des relations entre les Français de Sigmaringen en vase clos, mais est-ce qu'il n'y avait pas des tentatives de relations à établir entre les 2 millions de Français qui se trouvaient en Allemagne, en tant que soit anciens, soit prisonniers, soit par travail obligatoire. Donc, il y avait une caisse de résonance en Allemagne qui était constituée par 2 millions de Français, de jeunes Français, mobilisables pour une certaine vision des choses. Merci de nous renseigner à ce sujet. Alors, tout à fait. La première question sur la pratique religieuse du maréchal. Le maréchal avait une foi assez catholique, assez extensive, lui aussi. Vous savez que, bon, on connaît bien la vie du maréchal Pétain en France. C'est un homme qui avait beaucoup d'aventures. Disons qu'il avait le cœur innombrable, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien malgré la présence de sa femme Eugénie, qui était là. Mais cela étant, l'église du château, qui était à l'extérieur exprès, mais juste devant, sur le parvis, était à l'extérieur pour que la population catholique de la ville puisse venir en permanence. Et donc le dimanche matin, la messe était le lieu, c'était le dernier salon où l'on cause. C'est là que tous les Français de la ville venaient, parce que, qu'ils fussent pratiquants ou pas, c'était le seul moment où ils étaient tous là. Et le maréchal était là. C'était le seul moment où il était là avec les autres, mais personne ne le voyait. Il y avait une raison à ça. C'est parce qu'il bénéficiait non seulement des appartements du prince, mais de la loggia du prince dans l'église. Et la loggia du prince se trouve au-dessus de l'abside. Et sur le modèle de la galerie des offices à Florence, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a un corridor, qui s'appelle le corridor Vasari, qui relie la galerie des offices au château directement. Il est lui-même décoré, ce corridor, hein. Il passe au-dessus de l'Arnaud, je crois d'ailleurs. Oui, hein. Et donc sur ce modèle-là, on a accédé directement des appartements du prince à sa loggia. Donc déjà, on ne le voyait pas entrer dans l'église. Lui, sa suite, hein, sa femme et son aide de camp. Il allait directement dans la loggia. Or, la loggia avait été conçue de telle manière, pour 15 personnes, hein, que ses occupants pouvaient tout voir, mais on ne les voyait pas. Et effectivement, je suis allé, j'ai été en bas. Où qu'on se passe dans l'église, on ne peut pas voir qui est dans la loggia. C'est construit de cette manière-là. Et donc, voilà, il était là le dimanche, mais on ne le voyait pas. C'était sa seule contribution au culte. Pour ce qui est de votre deuxième question, c'est très important, il y avait 2 millions de Français prisonniers dans les stalags. Les travailleurs forcés, soit des STO, soit des STO, soit des prisonniers de 40. Oui, voilà. Des prisonniers de 40. 2 millions, c'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle le général Bridoux, qui était le secrétaire d'État à la guerre dans ce gouvernement fantoche, il pouvait quand même s'appuyer sur quelque chose. C'est en quelque sorte 2 millions d'otages. C'est des Français, c'est beaucoup de millions. Alors, les seules relations qu'il y a eu, c'est que de temps en temps, autour du château, on a pris certains de ces travailleurs ou prisonniers pour venir travailler au château dans la domesticité. Donc parmi la domesticité, il y avait en fait des gens du STO ou des prisonniers de guerre qui étaient volontaires pour venir ici. Et donc qui étaient surveillés, parce qu'il ne faut pas vous dire une chose. Hein. Le rez-de-chaussée du château, c'est la Gestapo. Et à part ça, tout habitant, non seulement du château, qui sont français à Roland, mais tout habitant de Sigmaringen ne pouvait sortir de la ville sans un Ausweis signé du major Bommelburg, qui avait la haute main sur la ville, sur l'ensemble de la ville. Donc on ne pouvait pas communiquer facilement. Mais ce qui est intéressant, et c'est une aventure tout à fait exacte, et pour ma chance, j'ai pu retrouver les mémoires de cet homme qui n'avaient pas été publiés officiellement, qui étaient des mémoires complètement oubliées. Il y a un prisonnier de guerre qui a passé 2 ou 3 mois au château dans des conditions incroyables, qui s'appelait Skilmans. Imaginez-vous
qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, alors que Pétain refusait de collaborer avec les Allemands, ils se sont dit, tout ça, c'est la faute du docteur Ménétrel, qui est son confident et son médecin, et qui a une très mauvaise influence, qui est sûrement un agent des Anglais, enfin bon. Et donc un jour, ils ont kidnappé Ménétrel et ils l'ont assigné à résidence à Wilflingen, lui aussi. Pétain était fou de rage, mais on a dit, c'est terminé, Ménétrel, on veut plus de lui au château. Il était fou de rage. Et il a dit, mais moi je suis malade. Il n'était pas malade. Mais je suis un vieux monsieur, j'ai besoin. Non, pas question. Vous avez besoin de soins? Ah ben on va retrouver un médecin. Et ils sont allés chercher un médecin dans un stalag, un Français, qui l'ont pris d'office. Ils ont dit, vous êtes médecin, vous avez 30 ans. Il dit, oui, moi, oui. Ben, vous allez venir avec nous pour soigner un malade qui a besoin de vous. On n'a pas dit lequel. Donc il les a suivis. Et cet homme, qui était donc dans un stalag, se retrouve le lendemain dans un château. Quand même, il n'en vient pas, il ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Et au bout de quelques jours, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Et on lui dit, en fait, vous allez soigner le maréchal Pétain. Il y a juste un problème, c'est qu'il ne veut pas de vous. Il veut que le docteur Ménétrel et personne d'autre. Alors, on lui dit, vous allez attendre. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, il attend. Mais pour attendre, il habite au château et il participe à tous les déjeuners et tous les dîners. Pour ma chance. C'est-à-dire qu'il va tout écouter, il va tout regarder, il sera là. Enfin, il est ahuri parce que c'est un médecin alsacien. Et pour ma chance, il raconte tout ça dans un livre bien plus tard. Donc, une bonne partie de ce qui se passe à la table, c'est grâce à lui que je le sais. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il n'en peut plus. Et donc, il essaye de partir. Mais il n'a pas de Zweig, il espère de partir quand même. Et là, ça ne va pas du tout parce qu'on le met aux arrêts. Et il avait sympathisé avec Céline en ville, parce qu'ils sont médecins tous les deux, donc collègues. Et Céline aimait bien ce jeune collègue de 30 ans. Et donc on alerte Céline, enfin j'alerte Céline, oui, je vais en ville, je l'alerte pour lui dire, il y a Ski immense qui vous appelle à l'aide. Et donc Céline vient au château une nuit, très discrètement, parce que Ski immense est gardé quand même par la milice. Et bien dans sa chambre, il dit, Céline lui dit à Ski immense, qu'est-ce que tu as fait comme connerie encore, reste tranquille, etc. Et Ski immense dit, je ne peux pas rester. Alors Céline lui dit, écoute, je connais bien le major de Bourg, si tu veux, je peux t'avoir un Ausweis pour rentrer chez toi en Alsace, et tu te fais oublier. Et Ski immense dit, non, je ne veux pas rentrer chez moi. Moi, je suis venu ici, dans un stalag, au titre de la relève. La relève, c'est quelque chose qui fait que, comme si vous allez volontairement en Allemagne, vous libérez trois qui partent et un prisonnier qui rentre. C'est pour permettre à un prisonnier français de rentrer chez lui. C'est admirable. Il dit en plus, comme je suis médecin, il dit, moi, je ne veux pas rentrer en France, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour aider mes camarades. Je veux retourner au stalag. Alors Céline lui dit, tu es complètement con. Voilà, vraiment, je n'ai jamais vu des comme toi, mais je vais t'obtenir ce papier. Et il est retourné au stalag jusqu'à la fin de la guerre, parmi ses camarades. Donc voilà les contacts qu'il a pu avoir dans la domesticité ou par ce monsieur avec les prisonniers. Ou sinon les seuls Français qu'il y a en ville, c'est pas des, il n'y a pas d'autres contacts. Mais les Français en Allemagne, c'est aussi un des arguments pour ce montage, parce qu'on dit on a une responsabilité envers tous ces gens qui sont là. Ça veut dire aussi bien, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les prisonniers de guerre de 40, il y a les travailleurs forcés, les STO, il y a ceux qui sont partis volontairement pour libérer relève. Et il y a pratiquement là tout un groupe dont on peut se servir pour avoir un argument dans les négociations avec les Allemands. Ça, c'est sûr que dans la perspective de Briand, lorsqu'il commence, entre guillemets, ses activités en tant que président de cette délégation de Nouvelle-Montagne. Et les Allemands se sont relativement vite aperçus de cette difficulté qu'il y a là, peut-être un argument qui est en faveur de Briand, vu qu'à partir d'un certain moment, on s'est aperçu que Briand n'est pas le partenaire dont on a besoin. On a plus ou moins encouragé les installations qui étaient déjà en place à Berlin, Gaston Bruton et d'autres,
faut passer par eux lorsqu'il s'agissait de s'occuper de ces différentes catégories de Français en Allemagne. Ça veut dire que le gouvernement, entre guillemets, à Sigmaringen, n'a même pas pu mettre ça en sa propre profiter de ça parce que du côté des Allemands, à partir d'un certain moment, on a pratiquement joué avec les différentes rivalités qui se sont présentées. C'est aussi un jeu qui se fait un peu, qui n'est pas mentionné directement dans le roman, mais qui est aussi un des aspects. C'est un roman. Voilà. C'est un roman, on l'appelle, c'est pas trop politique non plus. Voilà. Donc ça c'est toujours le défaut des historiens qu'on cherche les détails. Et vous avez raison. C'est pas une reproche, mais vous avez raison. C'est la remarque à chaque Je fois. donne les sources exprès. Est-ce qu'il y a une question ou bien Il y avait une question aussi. Et après, je peux me permettre, si vous voulez, de quelques lignes pour finir, quelques images. Voilà. Ce concept d'obéissance, parce que finalement, Stein, il a une désobéissance profonde dans la mesure où il cache ce passé, cette résistance. C'était mon premier point. Et puis, vous faire part, parce que vous avez fait quelques références cinématographiques, moi j'ai trouvé que ce livre un excellent film. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Alors, d'abord, oui, effectivement. Il a désobéi déjà, il a désobéi en silence. C'est-à-dire que sa désobéissance, elle n'est pas connue. C'est-à-dire qu'il ne chante plus. Il s'abstient. Sa résistance à lui, ça consiste à cela déjà, mais il ne clame pas, il n'en fait pas, personne ne le sait, et ça consiste à faire des fiches, où il note. Et ça m'était inspiré par LTI de Klemperer, où il note les mots. Et là, il fait des fiches où il note tout le mal que les nazis font à la musique. C'est-à-dire comment ils transforment des opéras pour enlever toutes les références bibliques, comment ils ont viré les premiers violons juifs de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, tout ça. Donc il dit, voilà, comme ça, après la guerre, on va rétablir la musique comme elle était avant. On va l'extirper tout ce que les nazis lui ont fait. Pour ce qui est de la deuxième, oui, puissiez-vous être entendu pour un film? Moi aussi, je vois un film. J'ai fait des repérages. Pour rien vous cacher, il y a un projet de film de télévision de Nina Campanez qui est en train de travailler dessus. Encore faut-il que les chaînes acceptent. Bon, on va voir, mais c'est très visuel. Vous savez, le problème du cinéma à la télévision, c'est très cher. Les gens qui lisent les scénarios à la télévision sont en général analphabètes, en France. Arte, mais la France Télévisions, ils sont connus pour ça. Et donc, ça prend du temps, ou ça ne marche pas, mais il ne faut pas être pressé. Ça prendra le temps que ça prendra, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Je crois qu'il y a monsieur Téléman. Ah, pardon, il me semblait. Monsieur. Bonsoir, j'avais simplement deux petites questions. La première était de savoir que faisaient les hommes de lettres journalistes à Sigmaringen. Vous avez dit effectivement que Céline faisait son métier de médecin, mais que faisait par exemple l'équipe de Je suis partout. Et la seconde était de savoir s'il y avait des rapports entre les hommes de lettres et journalistes avec les hommes de pouvoir, du reste, les ministres par exemple. Voilà. Il n'y avait pas tellement de relations entre eux, si ce n'est qu'ils se voyaient dans les meetings, parce que c'est incroyable le nombre de meetings politiques qu'il y a eu en ville, des meetings pour appeler... Il fallait s'occuper, mais par exemple Léon de Graine, le chef du fascisme belge, de Rex, qui passait par là, a passé 2 jours au château, il a fait un meeting où il a fait ça à Comble, en ville, dans lequel il disait en novembre 1944, dans 15 jours, l'Europe sera débarrassée du bolchevisme, du judaïsme. Et il se faisait applaudir. C'était pour galvaniser les troupes, il rentrait du front de l'Est. Donc il y avait des tas de meetings comme ça. Donc là, les gens pouvaient se croiser. Mais d'une manière générale, les ministres et les journalistes, sauf s'ils avaient des accointances particulières, n'avaient pas à se croiser. Les journalistes, je suis partout. De même que la plupart des journalistes qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas que je suis partout, il y avait les autres aussi, en fait, ils ont fait du journalisme. Parce que Blücher, qui dirigeait un journal, qui était le grand mondain du journalisme parisien, eh bien, il a monté un journal et une radio là-bas. Un journal qui s'appelle La France, 8 pages quotidiennes, imprimées à Sigmaringen, composées, mises en page par des Français, en français, la France.
et qui tous les jours faisait des éditoriaux, des reportages, des enquêtes, des petites annonces très intéressantes. Waffen-SS français recherche sa maman. Ah oui, bon, j'en ai vu des comme ça, oui. Où échangerait une paire de chaussures 44 contre une machine à écrire, enfin, de tout, quoi. Et ça, c'est très intéressant sur l'atmosphère de l'époque. Donc, il faisait du journalisme, et les signatures sont des signatures de gens assez connus. Il a monté aussi Radio Sigmaringen. Donc, là aussi, il a utilisé des tas de journalistes qui sont venus travailler là. Et puis, ceux qui, comme Lucien Rodaté, passaient pas mal de temps à la bibliothèque, en fait, du château. Ils avaient l'autorisation d'y aller, et ils passaient du temps. On dit même que Rodaté a écrit une partie de son roman Les Deux Étendards à la bibliothèque du château. C'est ce qui se passait en général. C'était la première question. L'autre? Non, j'ai répondu aux deux questions. Oui, j'ai répondu aux deux questions. Et ça vous donne aussi une idée de l'effort qui a été quand même donné du côté allemand pour soutenir toutes ces activités. Parce que du papier, il y a un grand manque à ce moment-là. Il fallait en trouver. Les stations de radio, les équiper avec le matériel nécessaire et tout, ça demande un certain effort. D'autant plus qu'il faisait ça, la France et Radio Sigmaringen, aussi, pas seulement pour les informer et tout ça, mais aussi parce que toute cette bande était en conflit avec Jacques Doriot, qui lui avait ses troupes du PPF au bord du lac de Constance. Doriot ne voulait pas être au château de Sigmaringen, donc il s'est volontairement mis à côté, à lac de Constance, qui n'est pas très loin, la ville de Mainau, et là avec ses troupes, qui étaient quand même des troupes armées, etc., enfin qui étaient une petite armée, et lui avait l'oreille de Himmler et d'Hitler pour faire un parti fasciste unique, davantage que DA. Et donc lui a monté aussi une radio, qui s'appelait Radio, j'ai oublié le nom, et un journal. Donc il y a quand même une activité très forte. La guerre des ondes. Ah oui, donc la radio, c'est quand même le principal. Vous voulez que je termine avec peut-être un court extrait. Un court extrait. Alors c'est un peu tendu, c'est le soir de Noël, il y a un grand concert au château. Un grand concert de Lucien Delforge, qui est pianiste, qui est la ancienne maîtresse de Céline, et tout le gratin de la collaboration est là, tout le monde, etc., les ministres en forme de plein. Et puis, à l'entracte, l'un des ministres se tourne vers Julius, qui est debout au fond. Il est debout au fond, derrière ceux qui sont assis, là, comme là, et debout, à côté de lui, il y a tous les domestiques qui écoutent le concert de Noël. Et le ministre, frère Julius, comme ça, il va les voir et il leur dit: on ne veut pas que les domestiques profitent du concert. Ça ne se fait pas chez nous. Alors vous les faites débarrasser d'ici. Et Julius s'y oppose. Il s'y oppose. Il trouve pas ça normal. Alors il y a un conflit qui naît, puis heureusement la musique reprend. Je fus sauvé par la reprise du récital. Lorsqu'il s'acheva une petite heure plus tard, l'assistance était tellement enchantée de ce qu'elle avait entendu ou écouté que l'incident semblait oublié. Elle s'égaya dans les salons. Alors que je servais le cognac, je fus aidé par quelques membres de l'entourage du président de Brinon qui se tenaient debout, près de la fenêtre. « Ah tiens, Stein, vous qui devez souvent assister à ce genre de concert, à votre avis, Furtwängler était-il fondé à prendre la défense de Paul Hindemith quand votre gouvernement a interdit son opéra « Matisse le peintre » Je regrette, mais je ne suis pas en position d'exprimer mon opinion, monsieur le ministre. Un autre prit aussitôt le relais. Dites, par quel mystère en musique le mode mineur est-il universellement identifié comme mélancolique? Je regrette, mais je ne suis pas en position d'exprimer mon opinion, monsieur le conseiller. Dans ce cas, savez-vous, Stein, quel compositeur a eu l'idée d'introduire le corps de chasse dans sa messe? Mais si, parfaitement, messieurs, pour l'Ave Maria. Je ne suis pas en position d'exprimer mon opinion, monsieur le ministre. Le fait est que je ne voulais pas savoir, surtout face à des gens, un rien pervers qui n'avait d'autre but que de m'humilier et le personnel à travers moi. J'allais me retirer quand il m'a saigné un coup de grâce. Dites-nous au moins quel bac vous préférez, Jean-Sébastien ou son fils, enfin. Rarement des éclats de rire m'ont abaissé et dégradé, même comme ceux qui libérèrent alors toute gorge dehors. Leur plaisir fut bref, mais leur satisfaction totale, leurs commentaires ont témoigné. Vous voyez bien
que la musique doit être réservée à une élite de l'esprit et du goût. L'un des majordomes adjoints se manifesta alors solidairement en me rejoignant. Il avait observé la scène de loin. Mais qu'ont-ils à se gondoler comme ça? Voyez-vous, Florent, un bon majordome se doit de garder son sang-froid, de ne jamais extérioriser ses sentiments, de ne pas céder à ses impulsions. La maîtrise absolue des gestes et des paroles, sous contrôle permanent, le sien propre, plus exigeant encore que celui d'un maître. Mais que leur avez-vous répondu, M. Stein? Rien, car la plus grande musique sort du silence.